entreprises des États-Unis et d'enlever PowerPoint, Office ou ça des disques durs et de voir ce qui se passerait le lendemain matin. Si les gens ne pouvaient plus utiliser PowerPoint pour acheter quelque chose. Bonsoir, bienvenue. Nous avons, comme toujours dans ces manifestations, un très très bon client, Dali Kilani, qui est actuellement CTO de Zynga. Alors, il va nous parler de sa trajectoire pour arriver là. Pour les informations de service, nous n'avons pas encore le nom de l'invité pour le mois prochain, mais on n'y aura probablement pas de DBF au mois d'août. Il y en aura sûrement un au mois de septembre. Et je veux en profiter pour remercier nos sponsors qui sont la DIRLI, c'est-à-dire Lyon, la région lyonnaise, l'UGAL, la Chambre de commerce franco-américaine qui nous soutient, et puis le Sofitel qui nous reçoit très aimablement. On était un petit peu égarés il y a quelques mois pour savoir où est-ce qu'on allait faire des BF de façon régulière, puis finalement Sofitel ça se passe très bien grâce à leur amabilité et leur savoir-faire. Donc ce soir nous recevons Dali Kilani. Alors dis-moi, tu es né à Kérouan. À Kérouan, oui, en Tunisie. En Tunisie. Alors c'est où en Tunisie, Kérouan? C'est en plein centre. C'est à une cinquantaine de kilomètres à l'intérieur des terres, en fait, en partant de Monastir, Sousse, qui est un peu le ventre de la Tunisie. C'est une région très agricole, historiquement très riche, ouais. Puisque c'était un peu, c'est le premier point où les Arabes venant de l'Arabie sont installés en Afrique du Nord. C'est le premier emplacement stable. Alors tes parents, ta maman était pharmacienne? Pharmacienne. Mes parents ont fait leurs études à Toulouse en France. On passé 7-8 ans en France. De très bons souvenirs, ils en ont ramené. Ça nous a beaucoup baigné dans une francophonie, une francophilie tous les jours. Et toi, et ton père était éducateur, s'est occupé de sport de haut niveau? Mon père s'occupait du programme de détection de sportifs de haut niveau en Tunisie pour les préparer aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Il était sportif lui-même? Il était sportif lui-même, il a eu de formation sportive, de sport comme métier, comme éducateur, comme formateur pour les gens qui vont être des éducateurs pour d'autres. Et il a une passion pour tout ce qui est analytique. C'est quelqu'un qui aime bien mesurer les choses, les améliorer et continuer à affiner le modèle pour arriver au meilleur résultat. Donc il t'a donné le virus? Complètement. Donc, tu m'as raconté que tu as commencé à faire des postes de radio, de l'électronique quand tu étais tout petit. Ouais. Tout petit, c'était quoi, quel âge? Je crois que j'ai démonté ma première radio, j'avais 12 ans. Voilà. Et après, je me suis retrouvé dans le club d'électronique de la maison de jeunes de la ville, en plein milieu de nulle part, une petite ville de 100 000 habitants. Et on a commencé à faire un peu des circuits électroniques. Ça nous a bien amusés. Ils ne marchaient jamais, évidemment, mais bon, c'était quand même sympathique. Ça nous a un peu introduit à l'électronique en général. Donc tu as fait des études secondaires à Kérouan, tu allais faire ta prépa à Toulouse, retour en quelque sorte aux souvenirs familiaux. Exactement, c'était un peu le choix du cœur parce que quelque part je pense que mes parents ils se disaient que comme ça leur permettrait de revenir sur leur terre estudiantine et en venant me voir. Et c'était aussi une bonne transition de passer d'une ville moyenne en Tunisie, pas une mégalopole comme Paris en fin de compte, parce que on en a eu des amis, des cousins de la famille qui sont un peu perdus. Paris c'est trop grand, il y a trop de mouvements. C'était un peu Toulouse, c'était un peu la taille idéale pour une transition. Et puis le temps, parce que bon, faut pas quand même sous-estimer le temps. Oui, c'est mieux qu'à Paris, ça c'est clair. Donc tu as fait maths spé. Comme tu étais mauvais élève, tu as intégré l'X en 3,5, c'est ça? Voilà. L'accident de parcours. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'était un très très bon élève pour intégrer. C'est-à-dire qu'il est entré à Polytechnique à son premier essai, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent. Tu étais bon en maths, en physique, en tout? J'étais surtout bon en physique. Et en fait, c'est un peu un choix décalé. Je me suis retrouvé dans la filière de maths. Je
je me suis décidé, j'ai fait un choix en fait. J'étais pas le meilleur en maths. Dans la filière de maths, bon, toute chose relative. Hein, T'es pas le plus mauvais non plus. J'étais pas le plus mauvais non plus, mais d'un autre côté, je me suis concentré largement sur un avantage compétitif qui était la physique. Que tous les gens qui sont dans la filière maths, en fait, passent 80% de leur temps sur les maths. Moi, j'ai dit, je vais faire 50-50. Et du coup, en fait, l'idée étant que tu alloues ton temps de façon la plus intelligente, et là, tu peux avoir le meilleur retour sur investissement. Et donc, c'était un choix délibéré qui m'a permis vraiment d'intégrer, parce que j'ai fait la différence sur la physique et pas sur les maths, parce que je savais que j'allais limiter les dégâts en maths, mais je ne pouvais pas faire la différence. Vu que c'est un parcours avec des places limitées, il fallait faire la différence. Et t'as eu Bourguignon comme prof de maths à Lix? Bourguignon? Je ne l'ai pas eu directement. Non, je suis curieux. Je voulais savoir quelle était sa réputation. Bon, donc, tu as fait Lix, ça dure 2 ans. Oui. Et comme école d'application, tu as pris Stanford. Oui. Ce qui n'est pas le cas le plus fréquent. C'est pas le cas le plus fréquent à l'époque. À l'époque, c'était. On part de. On est en 2000. À l'époque, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une très grande motivation dans les écoles françaises d'arriver à amener les étudiants à aller aux États-Unis pour continuer leur formation. Parce que ce soit les entreprises, les grandes entreprises françaises, que ce soit l'État, se rendaient compte qu'il fallait. Il y avait cette Silicon Valley qui décollait avec des nouveaux business models, de la nouvelle technologie, des nouveaux trucs qui se passaient et on ne voyait rien en France. On en entendait parler, mais on ne comprenait pas trop comment ça se passait. Et donc, on avait des incitations en fait, pour venir aux États-Unis faire nos écoles d'application, que ce soit à travers des bourses ou des prêts en fait, à taux faible. Et puis, Stanford, l'intérêt étant que c'était au cœur de la vallée. C'est à l'époque où on n'entendait parler que de Yahoo et de... Bon, évidemment, Google n'avait pas encore vraiment existé, autre qu'un PhD à Stanford, mais on entendait parler de Yahoo, les fondateurs sortent de Stanford, on entendait parler de Cisco, on entendait parler de toutes ces entreprises qui faisaient la vallée en 98, en 99, au moment de la bulle, et on voulait vraiment aller découvrir ce que c'était. Donc on était une dizaine de ma promotion, ou une quinzaine de ma promotion, à avoir choisi de faire notre école d'application à Stanford. Et toi, tu as fait du Electrical Engineering. Voilà. Moi, j'ai fait double E. Avec une spécialisation Non, justement, j'ai essayé de... C'est une spécialisation, mais très, très légère dans tout ce qui est circuit électronique, donc pour faire des composants électroniques. Mais j'ai voulu éviter l'hyperspécialisation parce que je me disais que je ne sais pas dans 10 ans où est-ce qu'on va être. Donc j'avais besoin de continuer sur la logique de l'X qui est on touche un peu à tout. Et j'ai fait pareil à Stanford, où j'ai touché un peu à tout, du traitement de signal de ce qui se passe dans votre téléphone portable aujourd'hui, à de la programmation, du computer science traditionnel, à des théories de la théorie des nombres. Bref, je touchais un peu à tout parce que je voulais vraiment me donner une base qui me permettrait après de découvrir, à mesure que l'industrie évoluait, je voulais vraiment avoir les moyens d'évoluer avec là où l'industrie allait, plutôt que d'être le meilleur à ce qui se faisait aujourd'hui. Tu as de bons souvenirs des professeurs à Stanford? Oui. Un en particulier ou deux en particulier? J'ai un professeur qui continue de défrayer un peu il y a la chronique, il y a celui qui est un des fondateurs de Rambus, Horowitz. J'ai eu comme professeur celui qui a inventé la DSL, le DSL, les algorithmes derrière le DSL. Donc ça, John Cioffi. Ah oui, bah. Voilà. qui est aussi un entrepreneur. Qui est aussi entrepreneur, il est encore, il a une boîte aujourd'hui qui fait dans la DSL aussi. J'ai eu des professeurs éméritus de Stanford, un professeur extraordinaire qui avait 80 ans, qui enseignait encore pour son amour des sciences. Ça m'échappe là tout de suite, mais c'était assez extraordinaire. Il enseignait quoi Comment implémenter les algorithmes de calcul, mais en hardware. Alors comment faire des unités de calcul hardware très efficaces, par exemple. C'était extraordinaire. Des state machines. Des state machines ou comment faire une multiplication à 25 chiffres à 1 milliard de fois par seconde. Comment on fait ça? Eh ben, ils nous enseignaient ça et c'était assez extraordinaire parce qu'il était de la génération qui avait fait le premier transistor.
Et il nous expliquait ça à 30 ans, 40 ans plus tard. C'était 80 ans. 80 ans, il enseignait encore. Ben voilà. Voilà. Ça c'est une belle vie, ça. Donc tu as passé 2 ans à Stanford, c'est ça? En fait, j'ai fait mon master en un an. J'ai toujours des mauvais élèves. Ils voulaient. En fait, c'était une motivation premièrement économique, parce que ça coûtait évidemment très cher et le plus vite on finissait, moins on payait. Et deux, la motivation était de rentrer sur le marché du travail dès que possible. Parce que c'était devenu, l'enseignement théorique était devenu pour moi un problème, en fait, une barrière pour apprendre. Parce qu'il me fallait un meilleur cadre, il fallait que je comprenne pourquoi j'apprenais des choses. Donc j'aime bien apprendre quelque chose parce que j'essaie de résoudre un problème plutôt que d'apprendre pour le fait d'apprendre. Donc j'avais vraiment besoin il me fallait des projets. Donc il fallait que je passe dans le monde professionnel et je voulais finir très rapidement, aussi rapidement que possible pour rentrer dans le monde professionnel. Et donc de là, tu es arrivé à Siena. Là, je suis arrivé à Siena. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont embauché? Alors, c'est une anecdote intéressante parce que... Tu sais que je t'ai prévenu pour l'histoire de dire à quoi on est bon, etc. Il faudra que tu expliques. Absolument. Alors, c'est très très simple. À la sortie de Stanford, comme j'ai choisi de faire pas dans l'hyper-spécialisation et que je voulais faire vite, du coup, j'avais pas d'expérience pratique. Quand même, suivre un enseignement américain et sortir sans enseignement pratique, sans expérience pratique, il fallait le faire. Mais je suis arrivé, j'ai passé les entretiens et c'est là que j'ai eu une chance assez extraordinaire et c'est là qu'on voit que avoir des réseaux, c'est très important. Je suis arrivé à Siena, j'ai approché Stanford pour essayer de trouver des étudiants à embaucher. Je suis allé à la journée porte ouverte et j'ai commencé à discuter un peu avec les ingénieurs et le leadership technologique. Et il y en avait deux, il y en a un qui était le vice-président d'engineering, qui était un Canadien francophone, avec qui j'ai sympathisé assez rapidement, et l'autre c'était un directeur d'engineering qui était quelqu'un qui avait fait sa thèse en France, un Français, qui avait fait sa thèse en France, qui était venu faire son postdoc aux États-Unis, qui est resté dans l'industrie aux États-Unis. Et les deux, après que j'ai passé mes entretiens, le feedback était, bon, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a du potentiel, mais le premier jour où il va arriver, il ne sait rien, il va falloir qu'on lui apprenne tout. Et c'est là que les deux, ils ont dit non, 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 on va prendre... surtout faites Philippe Delancey, d'ailleurs si quelqu'un le connaît, qui est encore ici dans la vallée, entrepreneur aussi, qui a dit non, 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 c'est quelqu'un qui est arrivé à rentrer à l'X, qui est arrivé à venir à Stanford, qui a fini son master en un an, non, non, on va le prendre. On va lui apprendre en quelques mois, il s'en sortira. Il n'est pas trop lent, quoi. Il n'est pas trop lent, il va arriver à comprendre. Et c'était une chance parce que le contexte dans lequel je suis arrivé là-dedans, c'était mars 2001. C'était juste après la première bulle qui a complètement explosé. Sortant de Stanford, ici j'avais une seule offre d'emploi, qui est celle de Siena. Je n'avais pas le choix. Encore mieux, en fait, le funnel, c'était j'ai eu 2 entretiens en sortant de Stanford, de Dudley Stanford. Ça montrait la situation de l'environnement du travail à l'époque. Mais c'est cette chance-là de passer dans le monde professionnel et d'avoir une première porte ouverte qui est extraordinaire, qui a commencé. Tu as fait quoi alors en commençant? Alors je suis arrivé... Alors c'est là pour préciser, c'est de l'optique. Du réseau. C'est des réseaux, c'est la base au fait de l'infrastructure de AT&T, de Verizon, c'est les armoires, un peu comme Cisco en vend, les armoires où on met en fait des cartes et puis on met dessus de la fibre optique et c'est par là que tout Internet passe au fait. Alors mon rôle, je suis arrivé, c'était de faire certaines de ces cartes-là qui devaient transporter des milliards d'informations par seconde. Et toi, tu as conçu des circuits? J'ai conçu des circuits, j'ai conçu la carte. J'avais conçu la carte qui permettait de faire le test des autres cartes. Et c'était très important parce qu'il y avait beaucoup d'automatisation. Il y avait, à l'époque aussi, il y avait du software, du hardware, du composant, de la carte. C'est des problèmes, c'est des vrais projets. Oui, j'ai appris énormément. C'était pas toujours évident parce que évidemment on arrive là-dedans et puis ça va vite et puis ça bouge. Mais le plus dur, ça a été en fait là où je pense que cette première expérience a été très positive. C'était que en pleine crise, l'entreprise elle est fragile et donc on le sent.
et on vit tous les jours la fragilité de l'entreprise. Et du coup, tout de suite, personnellement, j'ai compris qu'il n'y avait rien d'acquis, que les entreprises, de toute façon, il n'y a pas de travail à vie, que j'allais y bosser pendant 6 mois et que peut-être que l'entreprise n'allait plus exister dans 6 mois, on ne savait pas. Donc on ne se projetait pas et on continuait à travailler comme si de rien n'était. Évidemment, le moral, des fois, il tombait, mais quand, au bout d'1 an dans l'entreprise, la crise a vraiment complètement impacté l'entreprise et on a commencé à faire des tours de licenciement. Tous les 3 mois, on avait un tour de licenciement entre 15 et 20% de l'entreprise. Au bout du 5e tour de... En fait, moi j'ai survécu aux 4 premiers tours de licenciement. Mais bon, au bout du 3e, je me suis dit que quand même la probabilité que je sois dans le prochain a commencé à devenir assez élevée. Donc j'ai commencé à chercher et cela en étant sous visa, immigrants, ceux qui sont passés par un H1B peuvent savoir ce que ça veut dire. Donc ça a été assez... mais ce stress-là, ça fait qu'on l'incorpore, ça fait partie de la vie. Et puis on se dit, on est amené à rebondir, donc voilà, on va aller prendre notre destin en main et on va aller chercher notre entrepreneur. Là, tu es dans une autre entreprise d'optique, de réseau optique? Non, là j'ai utilisé mon réseau que j'ai constitué dans cette entreprise-là, parce que les gens ont commencé à quitter. Et mon collègue dans le cube d'à côté, il est parti chez Nvidia parce qu'il connaissait des amis d'avant qui sont allés là-bas. Et donc il a mis mon CV dans le tas. Et c'est comme ça que j'ai passé mes entretiens chez Nvidia et je me suis retrouvé à être embauché. D'ailleurs, le hasard, des fois. En fait, j'ai accepté l'offre d'emploi chez Nvidia le jour où je me suis fait virer de Siena. Le timing était... j'étais le plus grateful, en fait. J'étais très heureux d'avoir passé à... Exactement. Et donc Nvidia à l'époque, c'était à quelle date ça? Alors ça c'est en septembre. Nvidia a changé au fil des années. Exactement. Alors ça c'était en septembre 2003. Le cadre à l'époque, c'était on commençait un peu à sortir de la crise de 2001 à 2002. On commençait à regarder. Il y avait une transition dans le monde de Nvidia, pour ceux qui ne savent pas, c'était et c'est toujours le leader mondial de cartes graphiques et tout ce qui est capacité de calcul, de traitement d'image, de traitement d'information. Nvidia a eu un mauvais produit en 2002. En 2002, début 2003, et ça les a complètement plombés parce que ils avaient fait leur introduction en bourse en 97 ou 98, c'était une star du Nasdaq, mais ils ont fait un ratage sur un produit qui leur a fait perdre 30% de part de marché. Et ils t'ont embauché pour les sauver. Voilà, je suis arrivé, tout allait mieux. Et donc on est arrivé, c'était l'esprit commando, parce que on est bon, on s'est raté, mais on va se refaire. Et c'était un esprit commando qui était très intéressant parce que tout le monde était autour de la même cause, tout le monde tirait dans la même direction. Il y avait la hiérarchie était très compressée, très flat. Moi, à l'époque, mon manager avait 50 reports. Bon, quand on a ça, évidemment, tu ne manages pas quand tu as 50 reports, mais tout ce que ça veut dire, c'est que tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Et il y avait très peu de direction, et un peu comme dans l'armée, tu as le leadership, ce qu'on appelle Little L Leadership Opportunities. En fait, les gens, ils sortaient un peu, celui qui avait un peu compris un peu mieux comment ça devait s'organiser, il passait le mot aux autres et ça continuait. Il n'y avait pas besoin d'une hiérarchie formelle avec un manager, un autre et faire de la structure. Il n'y avait pas besoin de ça. Et ça minimisait l'overhead, tout le monde était les mains dans le cambouis et ça continuait. C'est une société d'origine taïwanaise. C'est une société dont le fondateur charismatique, Jensen Huang, est taïwanais. Quelqu'un d'extrêmement ambitieux et d'extrêmement... Oui, ils ne savent pas les dents, ils se les liment. Exactement. Non, mais il n'y a pas une bataille qui ne va pas grosse... Il veut gagner tout le temps. Il y a pas, et ça se propageait au sein de l'entreprise. Ça fait qu'on croyait en nous que c'est pas parce qu'on a raté une marche qu'on ne pouvait pas se retrouver de nouveau les premiers, les meilleurs. Alors, qu'est-ce que tu faisais chez eux? Alors chez eux, je suis arrivé, je faisais le design d'un petit bout du circuit électronique
il y a de très bonnes chances que des bouts de ce bout-là existent encore dans un de vos PC aujourd'hui, ou même un de vos téléphones portables qui a un chip NVIDIA. Et donc oui, je m'occupais de ce design-là, les circuits intégrés, les portes logiques, le test de tout ça, tout ce qu'il fallait, quoi. Et ça, donc j'ai fait ça pendant 2 ans, parce que c'est des cycles de projets qui sont à peu près entre le début de conception et la production. Ça prend à peu près 3 ans. Et donc c'est long. Il faut avoir ça, c'est le business des composants électroniques, donc c'est très très long. Donc il faut avoir du souffle. Pareil, on apprend que tout ne se fait pas en 2 mois, comme bon, on a tous l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Il suffit de faire une appli mobile, c'est facile, et puis en 3 mois, c'est bon, on a un business, et 1 an plus tard, on se vend pour $1 milliard. Donc ça c'est plus... c'est pas la réalité, je vous rassure tous, c'est plus... le outlier, en fait. C'est pas la réalité. Donc ça m'a appris énormément la patience, et qu'il fallait persévérer, et aussi qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. Et en fin de compte, il fallait être organisé en équipe, parce que des projets comme ça, il y avait 250 personnes qui bossaient dessus, tout le temps, plein de temps, pendant 3 ans. C'est énormément de coordination, c'est énormément il faut que tout le monde soit aligné, il faut que tout le monde sache où est-ce qu'on va. Parce que si quelqu'un ne suit pas le rythme, tout le monde est ralenti, et c'est évidemment pas très bon. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas viré? Qui? Didier. Alors ils ne m'ont pas viré parce que, primo, je ne savais, en fait, le job pour lequel ils m'ont embauché, j'avais très très peu d'expérience. Encore une fois, c'est un pattern, hein, parce que moi je me suis toujours embauché avec... Non mais c'était des philanthropes, ils t'ont embauché par charité. Voilà, exactement. Typiquement, je pense que sur mes 11 ans de carrière, là, ou 12 ans de carrière, je n'ai jamais été embauché pour mes compétences. Non. Jamais. Je suis arrivé, en fait, parce que pour le potentiel, et que... bon, mais qu'est-ce qu'ils voyaient en toi? Alors, ils voyaient en moi que j'avais pas peur d'un problème compliqué. Parce que je me rappelle très bien, avec mon manager qui m'avait interviewé, il m'a expliqué quel était le dernier problème que j'avais résolu chez Sienna. Et je lui avais expliqué que je voulais créer un système de communication à l'intérieur de cette armoire de réseau qui nous permettait de faire des décisions plus intelligentes, qui simplifiaient la vie au software, si on veut, le cerveau de cette armoire devait avoir la possibilité d'accéder, d'avoir l'information de partout dans l'armoire pour faire les meilleures décisions possibles. Et je lui disais que moi, j'avais pris je voulais pas juste designer du hardware, je voulais comprendre comment le software allait utiliser, et intégrer tout ça et faire une solution qui faisait ce qu'il fallait faire en hardware, et ce qu'il fallait laisser au software, le faire en software. Et ça, c'est conceptuel, c'est pas une compétence, voilà ce que je vais faire, mais c'était l'idée que le problème, quand il faut utiliser un couteau, il faut utiliser un couteau, quand il faut utiliser un marteau, il faut utiliser un marteau. Donc il faut avoir le bon outil pour le bon problème. Et ça, c'est évidemment, ça avait plu. Et puis je comprenais l'écosystème, grosso modo, ce qu'on essayait de faire. Oui, et ça c'est une trame régulière, parce que Sylvion, et souvent aujourd'hui, comme là j'embauche beaucoup par exemple aujourd'hui, rarement je prends quelqu'un parce qu'il peut être efficace le premier jour. Disons, c'est pas le premier critère pour moi. Le premier critère, c'est que c'est quelqu'un qui va nous amener soit un angle différent sur les problèmes qu'on a, soit avoir du leadership naturel qui va nous permettre de faire avancer les choses, quelqu'un qui ne va pas accepter le statu quo, qui va vraiment vouloir bouger les choses vers l'avant. Après... Donc tu embauches des têtes de cochon alors. Par exemple. Mais oui, on a surtout besoin de... C'est facile de trouver quelqu'un qui va t'écrire un script en je sais pas quel langage qu'il veut. Voilà, en Python, et puis qui va te le faire, et puis te le faire de la même façon aujourd'hui, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Une entreprise ne peut pas croître si elle ne gagne pas en productivité, si elle ne fait pas que tu résous le problème demain, un peu mieux qu'aujourd'hui, et perpétuellement, autant que possible. Même des fois, il faut repenser le problème pour le résoudre de façon complètement différente, qui permet de continuer à progresser. Alors, bon, ça, tu viens de nous dire des choses intéressantes sur les critères d'embauche et les critères de débauche. Alors, les critères de débauche...
J'ai été confronté plusieurs fois dans ma carrière à des situations où il fallait, en fait, on avait quelqu'un qui travaillait, un collaborateur avec nous, et puis on sentait que soit la chimie ne prenait pas, la mayonnaise ne prenait pas, que ce soit pour des questions pour le caractère, en fait, ça ne marche pas très bien. Des fois, c'est le manque de compétences. En fait, on s'est raté sur les entretiens d'embauche et les compétences n'y sont pas. Des fois, nos besoins ont évolué parce que l'entreprise va très vite et on a pivoté, on est passé dans une autre direction et puis on a le potentiel initial de cette personne-là. Même si on essaie d'embaucher des gens qui peuvent suivre l'entreprise à mesure qu'elle navigue et qu'elle fait des fois des 90 degrés et même des 180 degrés, c'est pas toujours évident. La flexibilité des gens, la capacité à passer d'une expertise à une autre, à apprendre suffisamment vite pour que ça vaille le coup pour l'entreprise, bon, cette capacité-là, elle n'est pas toujours présente. Et puis bon, donc les critères de débauche, primo, si quelqu'un devient ce qu'on appelle net negative, en fait, c'est quelqu'un qui fait que il a beau faire des trucs tous les jours, mais finalement il ne fait pas avancer le bateau. Pourquoi? Parce que, par exemple, il fait des trucs, mais il crée d'autres problèmes à côté pour les autres, qui font que tous ensemble, on avance moins vite quand il est là que quand il n'est pas là. Bon, ça c'est évidemment, dès qu'on identifie ce type de choses, il faut agir très rapidement parce que le plus vite on agit, le moins de dégâts il y a. Et puis, surtout si on explique un peu à tout le monde que c'est assez évident, voilà, on a essayé, on s'est mis sur la table, on a discuté, on a expliqué au fait ce qu'on attend clairement de la personne et que finalement ça ne marche pas. Donc, il faut se séparer assez rapidement, et puis ici dans la vallée c'est beaucoup plus simple qu'ailleurs, parce que dans le sens, pas du côté employeur, mais du côté employé, du côté collaborateur, parce que les gens savent qu'ils ont tout intérêt à aller prendre leur capacité, leur expertise, leur expérience, aller la mettre dans un autre environnement où ils peuvent s'épanouir eux et être dans une relation beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus fructifiante avec l'entreprise à laquelle ils travaillent. Ça ne sert à rien de rester dans un endroit et de continuer à rentrer dans le mur en fait. Et tu es resté combien de temps chez Nvidia, pardon. Je suis resté 4 ans. En fait, au bout de 2 ans dans les cartes graphiques, les sirènes des startups sont venues. J'ai interviewé dans une startup qui à l'époque devait changer le monde des processeurs. C'était les ex de Reza, les mecs qui avaient fait AMD et NextGen avant ça, qui se sont remis à refaire un processeur en 2005, Montalvo. Et donc ils m'ont fait une offre. Ça a coûté cher ça. Ça a coûté 150 millions de VC quand même, 50 millions de dollars de VC, et finalement ça s'est vendu pour rien à Sun à la fin. Et j'avais eu une offre d'emploi chez eux parce que je voulais faire autre chose, j'avais besoin de faire autre chose de ce que je faisais chez Nvidia à l'époque. Alors je suis allé voir mon manager en me disant écoute, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, là j'y vais, et Nvidia ne m'a pas laissé partir. Parce qu'ils m'ont expliqué que, typiquement, que je connaissais la maison, que c'était pas évident de trouver des gens et qu'ils aimeraient bien que je reste dans la famille et que je pouvais aller travailler où je voulais à Lille et faire ce que je voulais. Donc moi j'avais identifié une nouvelle division qui venait se monter. Tu as pris le job du PDG? J'ai pas osé parce qu'il allait me bouffer. Mais j'avais choisi une division qui venait de commencer, qui avait 3-4 personnes qui voulaient s'attaquer à l'époque au marché des chips dans les téléviseurs. Parce qu'il y avait du traitement d'image, on avait de l'expertise dans ça. On s'est dit on va attaquer là-dessus. Et bon, ça a duré 6-7 mois, on a compris que le marché était très compliqué et que même Intel a essayé et essaye encore et ils n'y sont toujours pas. Pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à se faire, exactement. Donc on a très rapidement on a repris l'équipe et on est parti aider l'équipe, l'autre division qui essayait de faire des chips pour téléphone portable. Donc je me suis retrouvé à faire de l'architecture pour les chips qui sont dans les téléphones portables, à concurrencer Qualcomm, à concurrencer Broadcom, à concurrencer Samsung et compagnie. Et je me rappelle très bien de la fois où, moi j'y étais pas, mais où on avait pitché notre chip pour l'iPod en 2007. Et Apple évidemment n'a pas voulu de nous parce qu'au fait ils se préparaient déjà pour faire leur propre chip et ne plus acheter chez personne, ce qu'aujourd'hui ils contrôlent tout, en fait, ils font tout là-même. Donc
Et voilà, donc je me suis retrouvé à faire... j'ai découvert complètement le monde du mobile, très intéressant, les écosystèmes, les plateformes, c'est des dynamiques complètement différentes de ce qu'on connaissait, parce qu'en fait, la seule plateforme que les gens ont connue jusqu'en 2005, c'était Windows. Personne ne savait qu'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que Windows, il n'y avait que Microsoft qui avait une plateforme que tout le monde reconnaissait. Et sur le mobile, ça commençait à être compliqué parce que ça se fragmentait. On commençait à voir iOS, les premières versions d'iOS qui arrivaient, avec le App Store, donc ça commençait à se profiler comme plateforme. Et au fait, on se posait vraiment beaucoup de questions. Où est-ce qu'elle serait la valeur? Comment on allait arriver à nous avec nos chips qui finalement sont semi-commodisés? Il n'y avait pas beaucoup de marge à se faire. Et donc, bref, c'était assez intéressant de voir ça au tout début, en fait. Et donc ça, c'était Nvidia jusqu'en mars 2007, en fait. Alors après, tu es allé dans une petite société. Évidemment, le virus de l'entrepreneuriat ne part jamais. Hein. S'il est en vous, il restera indéfiniment. Là, au fait, plutôt que de me lancer moi-même dans une entreprise, je me suis dit que j'allais regarder un peu les opportunités qui se présentaient, qui seraient suffisamment tôt pour pouvoir vivre l'aventure dès le début, mais sans que ça soit moi un des fondateurs. Donc je voulais un peu faire le test run, quoi, le dry run, parce que j'étais convaincu, et je suis toujours convaincu que j'ai cette fibre entrepreneuriale en moi. Donc j'ai rejoint en fait deux amis de longue date qui étaient cofondateurs d'une entreprise dans la virtualisation. Et l'idée, c'était en 2007. En fait, aujourd'hui, quand on parle de virtualisation, c'était à l'époque, en mai, on a notre base de données Oracle, on a notre application entreprise. Maintenant, on les met dans une machine virtuelle et on a un seul serveur plutôt qu'en en avoir 3 ou 5 ou 10. Mais l'étape d'après, c'était de ne plus avoir ces PC qui sont sur le bureau, qui sont trop compliqués à gérer. Il y a toujours l'antivirus qui n'est pas à jour, il y a toujours les Windows Update qui arrivent au moment où tu n'as pas envie, tous ces problèmes-là. Donc l'idée, c'était de mettre aussi l'environnement desktop ou laptop dans le data center en tant que machine virtuelle, et puis d'arriver à quand même donner une expérience utilisateur de roaming. Tu peux aller dans n'importe quel bureau, tu arrives sur un terminal, tu te logs, et tu as la même session que tu as laissée la veille à l'autre bout du monde. Évidemment, que ce soit pour des questions de sécurité, comme les agences gouvernementales, que ce soit pour les questions les bureaux d'avocats, où les gens en fait ils vont en mission tout le temps partout, ils ont envie d'avoir le même environnement et pas avoir un PC qu'ils perdent dans l'avion ou qu'ils laissent dans la sécurité ou qu'ils se font voler. Donc tout ça c'est très intéressant. Ça m'a exposé à l'expérience entrepreneuriale qui était... Moi je suis arrivé très rapidement, il n'y avait même pas 10 personnes, en fait on était 7 je crois à l'entreprise. Donc j'ai vécu les premiers rounds de financement, j'ai vécu le premier produit, le premier client, la première fois où on a dû faire du support sur le terrain, où je suis parti, j'étais en week-end à Boston voir des amis. On m'appelle dimanche, c'était un week-end de 3 jours, je me rappelle très bien, dimanche après-midi, c'était mon CTO, il m'appelle, il me dit il faut que tu ailles demain à Columbus dans l'Ohio pour essayer de résoudre ce problème qu'on n'arrive pas, et c'est dans la logique de la partie que tu peux... Il n'y a que toi qui comprends ce qui se passe. Alors du coup, je lui dis, comment tu veux que je fasse? Eh ben, pour vous montrer un peu la flexibilité des startups et des entreprises dans la vallée, évidemment j'ai changé mon vol, ça c'était facile. Mais bon, entre-temps, j'ai trouvé des gens pour me shipper par FedEx 24 heures les composants du lab pour que je puisse débugger le hardware, parce que pour que je puisse accéder à ce qui se passait dans notre terminal, dans notre produit. On a convaincu le client d'ouvrir la banque, c'était un banking day, c'était Boxer Day, en fait, c'était fermé. Il a ouvert la banque juste pour moi, pour que je rentre avec lui. J'arrive, je trouve la boîte de FedEx, il manquait un fil, il manquait un câble spécial. J'étais là, comment on va faire? On est rentré dans le débarras d'électronique du département d'IT, on a fait MacGyver. On a sorti, je vous assure, on a trouvé des fils, des cartes, machin, on a fait de la récup, on a refait un câble qui ressemble, j'ai récupéré le software, je ne sais plus où à l'époque,
On avait récupéré l'information, j'avais vu ce qui se passait. Et je suis reparti avec mes trucs le soir même. Je suis arrivé le matin à 9 h du matin. Et je suis reparti le soir même vers San Francisco de Columbus. Et j'avais trouvé le problème. Mais c'est qu'on dirait. Voilà, il fallait faire ce qu'il fallait faire. Et puis sur le terrain, j'avais 5 heures pour trouver la solution. On a trouvé la solution. Et ça, c'est des expériences évidemment. On t'a donné une cape et puis un t-shirt avec marqué S Superman. mais c'est le. Non, mais évidemment, ça donne de la crédibilité. Ça montre qu'on est capable de faire ce qu'il faut faire. Et on est capable de faire ce qu'il faut pour arriver au résultat escompté, quelles que soient les barrières qu'on peut trouver, en fait. Et puis, évidemment, ça m'a donné de la crédibilité avec notre CEO, avec l'équipe dirigeante. Je suis devenu dans l'équipe très rapprochée de la start-up. Du coup, on s'est retrouvé dans tous les pitchs pour notre deuxième round. Mon background NVIDIA, en fait, pour une fois, a servi un peu plus tard dans la vie de cette entreprise-là. On a failli des patents. On a mis des brevets pour arriver à protéger un peu l'innovation qu'on avait faite là-dedans. Donc on est passé par toutes ces phases-là. Et puis, deuxième crise, moi et les crises, crise fin 2008. Et là, on voit qu'il n'y a plus aucune entreprise qui achète en fait, d'équipement IT. C'était les banques qui étaient un de nos gros clients, ils ont tout arrêté. Les entreprises, ils se sont dit, bon, en fait on est très bien avec, on n'a pas besoin de Vista, on n'a pas besoin de Cosa, on ne va pas racheter de hardware parce qu'on n'a aucune incitation pour acheter quoi que ce soit. Donc on va rester sur ce qu'on a. Tous les budgets étaient coupés en 2, en 3. Donc la start-up a dû licencier 50% des gens. Et moi je suis parti. En fait, on m'a, d'ailleurs, anecdote pour dire, tout à l'heure, quand je disais que c'est plus facile dans la vallée, dans ce cas précis, anecdote, j'étais en vacances pendant 3 semaines en Tunisie, et 3 jours avant que je rentre, mon boss de l'époque m'appelle, il me dit, écoute, on vient de faire un layoff ce matin, t'es dans ton package, il t'attend quand tu reviens, si tu veux pas rentrer de vacances, reste. C'est réel, hein, Et moi, je me rappelle, avec le décalage horaire, c'était 11h, il était 10h du soir, ou 9h du soir, j'étais en Tunisie, j'étais en train de regarder, j'avais regardé les infos avec ma famille, et je suis rentré prendre le call avec mon boss qui m'avait envoyé un email, et je suis sorti, je leur ai dit, bon bah voilà, je vais me faire virer, bon, on continue le film. C'était quoi le film qu'on faisait pas? Donc, tu paniques pas, évidemment, la vie continue, et puis voilà, j'ai pris un peu mon temps, je suis revenu quand même aux États-Unis cette semaine-là, et là j'ai regardé, je me suis posé des questions sur ce que je voulais faire, et c'est là que je me suis dit, bon c'est le moment ou jamais pour vraiment tenter l'entrepreneuriat. Et donc je me suis lancé, 2 mois plus tard, c'était le début de la grande vague du big data qui est un peu partout maintenant, et on s'était posé la question, le big data, la question fondamentale c'est on a des données. Pour ceux qui n'ont pas entendu le buzzword d'avant, mais on a des quantités de données aujourd'hui qu'on collecte qui sont énormes, mais on n'a pas, jusqu'à récemment, il y a 2-3 ans, il n'y avait que les entreprises de très grande taille, les Walmart, les Best Buy, qui avaient l'infrastructure pour pouvoir collecter cette information et l'analyser et dire par exemple Walmart, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur rayonnage? Est-ce qu'ils vont mettre 10 de ça et 5 de ça ou l'inverse? Pour maximiser, pour qu'ils ne soient jamais à court de stock quand les gens viennent pour acheter des choses. Comment faire ça par zip code, par magasin, par saison dans l'année? Comment faire les promotions sans qu'ils dévaluent la valeur de la marchandise que tu achètes? Parce que s'ils te font des soldes tout le temps, jamais tu vas acheter avec le prix habituel. Donc toutes ces analyses de données, c'est devenu beaucoup plus démocratisé parce qu'il y a beaucoup plus de business, de commerce qui se fait sur Internet. Donc l'information est disponible. Quand c'était du cash, le magasin du coin, le 7-Eleven du coin, les transactions c'est difficile à suivre. Mais sur Internet, l'information est facile à collecter. Il y a eu quelques inventions mathématiques, algorithmiques, Hadoop. Exactement. Donc il y a eu, en fait, le vrai acteur qui a démocratisé tout ça, c'est Google, qui s'est dit, bon, on va indexer tout Internet, et comme Internet était en mode,
on grossit d'un facteur 2 tous les ans, rapidement, il fallait trouver des nouvelles méthodes d'analyse pour ces données-là. Ils ont créé donc des nouveaux algorithmes en 2005, qui 2 ans plus tard, évidemment, se sont retrouvés en open source, implémentés en open source, disponibles pour qui veut, pour les utiliser. Et nous, on avait vu ça et on voulait en fait utiliser. MapReduce, c'est quelque chose, si on veut, c'est des algorithmes un peu parallèles. Avec mon cofondateur, avec notre background en graphique, qui est exactement le même type de problème, on s'est dit on va utiliser les composants graphiques pour accélérer ces traitements de données à large échelle. Et tous les VC, entrepreneurs, advisors, les gens du secteur à qui on expliquait cette connexion-là, ça leur paraissait évident que c'était un truc à faire. Donc tout le monde nous encourageait, ah ouais, absolument, il faut le faire, faut le faire. Sauf qu'à l'époque, évidemment, en début 2009, crise encore, c'est qui les gros acheteurs d'infrastructures? Encore les banques. C'est qui ont beaucoup de données à analyser? Souvent c'est les banques ou les retail. Les deux étaient en crise, personne n'achetait rien et beaucoup de VC, et Jean-Louis peut nous dire un peu sa perspective de cette époque-là, beaucoup de VC ne savaient pas combien de temps la crise allait durer. Donc ils se posaient des questions. Si elles allaient financer une entreprise qui commence aujourd'hui, si l'entreprise n'arrivera pas à vendre à qui que ce soit pendant 3 ans, c'est compliqué. Ça veut dire que là, il faut avoir les reins. Dans 3 ans. Hein? Oui, voilà, exactement. Donc il faut avoir les reins vraiment solides et il faut être prêt à financer plusieurs tours de financement pour ces entreprises-là pour qu'elles continuent à arriver au point où elles ont un produit stable qui est en correspondance avec le marché, qui permet d'avoir des revenus pour faire la croissance. Donc l'aventure entrepreneuriale, absolument extraordinaire. Si vous avez le virus, il faut absolument le faire un jour. Parce que sinon, vous allez jamais... il faut le vivre. Il faut le vivre une fois. Il faut le vivre une fois en se disant, je suis tout seul, je crois dans ce truc, il faut que j'arrive à convaincre les gens. Indépendamment de vouloir les convaincre pour avoir de l'argent ou pas, mais il faut que j'arrive à convaincre les gens et à créer une dynamique qui est au-delà de moi. Parce que c'est facile de se faire un cheminement dans sa tête et en se disant, j'ai trouvé la pépite d'or, c'est fini, voilà, je suis le roi du pétrole dans 3 mois. Quoi. Mais arriver à convaincre les autres et voir s'ils répondent positivement ou ils sont sceptiques. Alors bon, évidemment, des fois, en fait, ils sont sceptiques, mais parce que c'est du sceptique. Ils sont sceptiques parce qu'ils ont l'expérience, ils ont vu des trucs comme ça avant et ils vont te challenger et c'est très positif. Mais des fois, évidemment, il y a aussi les acteurs qui vont te mettre des bâtons dans les roues en se disant mais non, mais laisse tomber, non, ça ne va jamais résoudre le problème de personne. Mais c'est extrêmement gratifiant comme expérience. Donc on a commencé en mars 2009. Très rapidement, on a réussi au fait, à utiliser nos réseaux pour être en face, pour présenter nos idées et notre passion pour le problème à résoudre. D'ailleurs, c'est très important d'être passionné par le problème à résoudre parce qu'on ne sait jamais quand on s'engage dedans si ça va durer 2 ans ou si ça va durer 10 ans. Je veux dire, avant d'arriver ça dépend de ce que c'est l'objectif aussi. Si c'est une cession à une autre entreprise, ou c'est une introduction en bourse, ou si c'est la pérennisation d'une entreprise dans laquelle de sa vie, en fait, pendant 10, 20, 15, 20, 30 ans. Mais il faut avoir cette passion-là parce qu'il y aura des moments difficiles. On a eu les moments d'euphorie en juin, 3 mois après avoir un peu commencé à avoir nos idées claires, où on a commencé à avoir nos rendez-vous avec les plus gros VC de la vallée. Je ne vais pas citer de nom, mais bon, on a eu les Accel Partners, les Lightspeed, les Andreessen Horowitz. On aura tous pitché notre solution. Certains avaient déjà fait leur pari dans le secteur. Donc ils n'allaient pas mettre de l'argent 2 fois pour des entreprises qui éventuellement pouvaient être concurrentielles entre elles. Certains croyaient que c'était trop tôt, ce secteur-là. Ils ne voulaient pas mettre de l'argent dedans. D'autres pensaient que notre équipe n'était pas la bonne pour s'attaquer au problème. C'est simple. Mais ça, c'était extrêmement formateur parce qu'être exposé et rester pendant 2 heures à discuter avec un venture capitaliste qui en a vu des belles et des pas mûres et qui décide de quand même passer 2 heures avec toi parce qu'il faut savoir qu'il peut très bien, au bout d'un quart d'heure, dire bon.
j'ai autre chose à faire. Le temps, c'est que la chose la plus précieuse pour un venture capitaliste. Donc arriver à arracher un rendez-vous de 2-3 heures pour s'engager dedans, ça veut dire que c'était quand même une mini-validation. Voilà. Donc l'euphorie pendant 2 mois. 2 fois, on nous explique dans la semaine, on avait notre term sheet et qu'on allait signer, qu'on allait avoir l'argent pour démarrer pour de bon. 2 fois, à la dernière minute, on nous explique qu'au fait, finalement, il fallait qu'ils trouvent un autre partenaire pour investir avec eux parce qu'ils ne se sentaient pas complètement à l'aise à s'investir dedans, tout seul. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc finalement, moi à l'époque, je me suis dit, j'avais passé 8 mois de ma vie à penser qu'à ça, à dormir, à me réveiller. C'était toute ma vie, de mars à novembre 2009. Et finalement, il faut quand même arriver à accepter le fait que ça ne va pas se faire. Et que c'était pas le genre de produit ou le genre d'initiative ou d'aventure qu'on pouvait faire dans son garage. Parce qu'il fallait quand même des gens, il fallait qu'il y ait du monde, il fallait qu'il y ait une structure même de 5-10 personnes pour arriver à sortir un vrai produit. Sinon, tout seul dans notre garage, on aurait pu y passer 3 ans avant d'arriver à quoi que ce soit. Et donc voilà, en novembre 2009, j'ai fait le constat que, évidemment, financièrement, je ne pouvais plus rester sans avoir de revenus du tout, avec une maison, avec un mortgage, avec une vie de tous les jours. Donc j'ai arrêté. Pendant 1 an, en fait, j'ai pas vraiment travaillé, j'ai fait un peu de consulting à droite à gauche. Et donc je suis arrivé à la conclusion que ça n'allait pas se faire. Donc j'ai commencé un peu à regarder. Et un des clients à qui on avait... Zynga. Un des clients avec qui on avait présenté notre solution parce qu'on essayait de faire de la validation pour certains des VC. C'est super d'arriver en disant, voilà, j'ai mon idée, mais encore mieux, j'ai un client que si j'ai ça dans les 12 mois qui viennent, il est capable d'acheter et il voit que c'est un problème à résoudre qui est très important pour lui. Donc pendant l'été 2009, je m'étais présenté devant le CTO de Zynga, Kadir Lee, qui est le CTO corporate, et juste pour en fait, éviter la confusion. En fait, moi, mon rôle de CTO, il est dans notre division publishing qui nous permet de prendre des jeux qui sont faits par d'autres entreprises et de les mettre sur notre plateforme. Donc moi, je m'occupe de ce côté-là. Mais donc, j'avais présenté à notre équipe d'analytics, d'analyse de données, et à notre CTO à l'époque, qui se posait la question. Ils savaient que Zynga allait collecter des quantités gigantesques d'informations, et ils ne savaient pas comment ils allaient les traiter. Et ils avaient trouvé que notre approche était innovante, intéressante. Alors quand j'ai un peu communiqué avec le contact en commun en expliquant que je n'allais pas me lancer dans l'aventure finalement, ils m'ont contacté, ils m'ont dit bah, viens passer l'entretien, ça serait intéressant de t'avoir dans l'équipe éventuellement. Et c'est là que je me suis retrouvé chez Zynga. Alors, ils t'ont embauché pourquoi au début? Alors, encore une fois, pas sur les compétences. Parce que je n'avais jamais travaillé. En fait, si on se rappelle, je venais du monde du hardware et un peu de virtualisation. Et là, à Zynga, j'arrive et il faut dire que peut-être que j'ai dit les bons mots au bon moment, aux bons endroits. Je suis arrivé en tant que plus ou moins expert cloud. Et qu'on avait à l'époque, c'était l'époque où Zynga était Farmville, qui était notre plus gros jeu à l'époque. On avait une croissance assez extraordinaire. Je me rappelle que toutes les semaines, on rajoutait 1 million de joueurs actifs. Entre mi-décembre et fin mars, à peu près toutes les semaines, on avait 1 million de joueurs en plus. Alors, c'est le cas idéal, le cas typique idéal pour le cloud. Parce que si on avait, en fait on en est conscient, s'il n'y avait pas à l'époque Amazon, oui, Zynga n'existerait pas aujourd'hui. C'est très simple. La plupart d'entre nous savent ce que fait Amazon. Mais je vais expliquer. En fait, Amazon, il y a le côté portail d'e-commerce, que la grande majorité a probablement déjà acheté quelque chose chez Amazon. Mais l'autre pendant de Amazon, c'est la possibilité. Amazon te vend un service d'accès que ce soit à des serveurs en fait, qui sont virtuels, mais que tu achètes à l'heure. Et AWS. Voilà. Amazon Web Services. Et en fait, donc tu peux acheter du disque dur à l'heure, 1 gigaoctet de stockage pour le mois, ça te coûte
15 cents. Bon, avoir un serveur disponible pour 1 heure, ça coûte 10 cents. Et l'idée, c'est que c'est comme l'électricité. C'est comme si c'était infini, en fait. Plus tu tires, plus tu installes des trucs dans ta maison et que tu les branches dans le mur, ben, en fait, ils marchent. Et c'est comme si tu tirais d'un puits qui est infini. Et c'est comme si, parce que bon, j'arriverai à l'anecdote qui est intéressante à la fin, c'est que s'il n'y avait pas cette capacité pour Amazon de nous donner des serveurs en fait, à l'infini ou presque, on n'aurait jamais pu fournir le service à nos clients qui arrivaient mais par vagues successives, et on n'aurait jamais pu aussi pour Zynga capter ce revenu qui nous a permis de nous développer et d'avoir un trésor de guerre, qui nous a permis de faire des acquisitions sur d'autres segments du marché, d'embaucher évidemment de façon agressive, de créer beaucoup de nos plateformes aujourd'hui qui nous permettent d'être le leader mondial du gaming et du social gaming. En fait. Zynga est une des nombreuses sociétés qui n'existerait pas sans Amazon Web Services. Absolument. Absolument. D'ailleurs, le plus gros client d'Amazon Web Services, c'est pas Netflix, non? Nous, on était Apple. Ah, c'est possible, intéressant. Le plus gros client d'Amazon Web Services, c'est Apple. Moi, où? Et c'est le plus gros client de Microsoft Azure aussi. Ils mettent tout à l'extérieur. Ils ont mis beaucoup de choses à l'extérieur. C'est le plus gros client d'Amazon Web Services. Moi, je me rappelle à l'époque, alors je vais vous donner une anecdote qui, je ne sais pas si chacun l'appréciera comme il peut ou comme il veut. Juste au moment où moi je suis arrivé à Zynga, Amazon nous avait envoyé un petit email sympathique en disant bon écoutez, si vous continuez à croître un trimestre de plus comme ce que vous avez fait au trimestre d'avant, on n'a plus de serveur. Ils en achètent beaucoup. Hein. Ils en achètent beaucoup. Vous êtes gentil, mais on ne peut pas. Moi à l'époque, je me suis retrouvé responsable de 10 000 serveurs dans un seul déploiement, une seule application qui était Farmville, et c'était c'est impensable. Et on était 5 à gérer ces 10 000 serveurs. Alors bon, c'est impensable, c'est impossible. Il y a 10 ans, c'était complètement impensable. Ce qui me frappe quand je vois ça, c'est qu'il n'y a pas un article des blogueurs de Fortune Magazine ou de Business Week qui raconte que le start-up avec un homme et un chien et Zynga peuvent c'est un continuum. Il y a un continuum et tout ça, ça n'est possible que parce qu'il y a Amazon Web Services derrière. C'est assez étourdissant parce que tout le monde parle d'Amazon comme étant les paquets qu'on reçoit chez soi, etc. C'est très bien, c'est une énorme réussite. Mais il y a Amazon Web Services qui est l'infrastructure, aujourd'hui en tout cas, la plus importante de tout ce qui se passe dans l'informatique d'aujourd'hui, que ce soit le mobile ou les jeux en ligne. Pardon. Donc tu es rentré chez... Amazon, ils sont parmi les top 20 niveau global. Ah ouais. Donc si Zynga n'avait pas le choix avec Amazon, ils ont le choix avec. Aujourd'hui, à l'époque c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix. Tout le monde a compris que c'était contrôlé. Il y a des concurrents. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça a fait rentrer énormément de concurrence et d'ailleurs pour le bien de tout le monde parce que Amazon, bon, on dit que Zynga n'existerait pas sans Amazon. Bon, on avait quand même des relations tendues avec eux parce que on avait évidemment, nous, on les poussait dans leur retranchement. Sur la fiabilité, sur le prix, on n'était pas content, on payait trop pour un client aussi gros, on payait trop d'argent. D'ailleurs, c'est ce qui nous a mené à décider en 2011 de faire notre propre cloud qu'on a construit, le data center à nous. Et c'est toi qui as fait ça? Non, moi j'étais impliqué après dans les transitions, quand il a fallu bouger 10 000 serveurs de chez Amazon vers en interne, ça c'était pas sympathique. Parce que sans interruption de service, évidemment, parce que bon, et puis tu peux pas non plus garder tes 10 000 serveurs et en mettre 5 000 autres chez toi et que tu puisses faire le bouger petit à petit. Il a fallu faire des acrobaties pour arriver à finir ça petit à petit. Les nouveaux jeux ont commencé à faire ça dans notre cloud à nous.
Les anciens jeux qui existaient déjà, il fallait les migrer doucement avec une stratégie, en minimisant évidemment l'impact sur le business et sur les clients, parce que ce sont nos clients qui jouent 24 heures sur 24 partout dans le monde. Donc on ne peut même pas, pour ceux qui ont déjà essayé World of Warcraft, hein, qui est un peu... mais finalement, World of Warcraft, ils ont une fenêtre de maintenance où ils prennent 1 heure où il n'y a personne qui peut jouer. Nous, on n'a jamais eu de fenêtre de maintenance depuis que ça existe. Farmville, ça fait 3 ans que ça existe. Je crois qu'on a eu une fois une fenêtre de maintenance parce qu'il a fallu qu'on bouge notre provider de DNS et il a fallu qu'on fasse une migration et il a fallu qu'on prévienne tout le monde que pendant 1 heure ça pouvait être intermittent, mais finalement ça a duré 15 minutes. Donc maintenant, là, ta prochaine étape, si avant qu'on ouvre la discussion aux questions de l'auditoire, c'est d'aller en Allemagne. Alors raconte-nous un peu. Alors, sur les dernières, en fait, j'ai rencontré... T'es tombé amoureux, quoi. Voilà, il fallait que je fasse ma vie au-delà de la vallée. Je savais que, avec le temps, je pense que je partirais de la vallée. Et les événements sont accélérés sur les 2 dernières années, puisque j'ai rencontré quelqu'un de très important pour moi, que j'ai fini par me marier l'année dernière. Et ma femme est médecin, et avec toute l'économie de marché qu'on a aux États-Unis et toutes les barrières qui existent, la compétitivité, le libéralisme à tous les étages, sauf dans les corporatismes de base qui sont la médecine, les avocats, où c'est complètement protégé. Alors pour quelqu'un qui sauve des vies tous les jours en Allemagne, il ne peut pas sauver des vies ici, à moins de refaire ses examens, se retaper son résidanat, ses spécialités, tout ça. Donc on a décidé que comme l'investissement était trop important, on a décidé d'aller s'installer en Europe, en Allemagne. Et j'ai la chance de continuer ma mission pour Zynga à partir de notre bureau en Allemagne, à partir de la fin du mois. Et c'est très intéressant parce que personnellement je n'ai jamais travaillé en Europe. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, en sortant de X, hop, je n'ai jamais travaillé en Europe. Là, ça fait déjà plusieurs mois que je travaille avec notre équipe en Allemagne, grosso modo à plein temps, tout en étant ici. Oui, c'est intéressant. Culturellement, on s'adapte, même si notre équipe elle est quand même très intégrée avec les US, avec nos bureaux US. Alors écoute, on te fait déjà une invitation pour revenir nous parler ici dans 2 ans. Pas de problème. Pour qu'on nous raconte. Non mais sérieusement, que ça intéresse beaucoup d'entre nous ici de savoir ce que c'est que le retour éventuel en Europe. Alors tu vas faire quoi en Allemagne? En Allemagne, en passant, je ne parle pas un mot d'allemand. Donc je débarque complètement en tant que citoyen du monde à essayer de vivre n'importe où, parce que de toute façon on est tous amenés à une plus grande mobilité dans nos carrières. Moi je prends ça comme un challenge, comme j'ai pu, en arrivant ici, m'initier dans la culture américaine, la culture de la Silicon Valley. C'est un autre challenge, culturellement, pour découvrir. Ce que je vais faire, en fait, comme certains ont pu le lire, comme Jean-Louis l'a mentionné sur son blog, le vrai challenge aujourd'hui, c'est que nos habitudes en tant que consommateurs changent énormément. On n'a plus la patience de rester à consommer un service devant un ordinateur pendant un quart d'heure, 20 minutes. On est beaucoup plus iPad ou téléphone. Sur l'iPad, vous regarderez, en général on passe 5 minutes sur un truc et on passe à autre chose. On n'a plus cette capacité à rester, à lire un truc par exemple, ou à regarder ou à jouer pendant 20 minutes devant son PC sur son browser. Donc, on est beaucoup plus dans le context switching, on est beaucoup plus dans des petits bouts d'activité et on change de l'une à l'autre. Donc ça a un impact sur Zynga. Donc ça a un impact sur Zynga parce que, en fait, on échangeait des idées avec Jean-Louis tout à l'heure et on se disait, fondamentalement, moi je suis disposé à payer pour quelque chose si je considère qu'elle a de la valeur pour moi. Mais si je consomme un service par tranche de 2 minutes, ça ne va jamais me paraître
avoir suffisamment de valeur pour que je paye pour l'avoir. Donc je ne vais jamais vraiment l'apprécier suffisamment pour qu'il ait de la valeur pour moi, pour que je paye. Et c'est un peu la difficulté de la monétisation sur mobile en général. On se rend compte que... donc du coup, moi ma mission aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver quelle va être la plateforme pour nous, Zynga, pour arriver à fournir des jeux à la fois sur le browser, sur le desktop, sur le laptop, mais aussi sur iPad, sur téléphone, et de façon à atteindre le consommateur là où il est, et de ne pas être coincé dans un paradigme où oh là là, on a construit ce jeu-là et on pensait avoir 2 millions d'utilisateurs par jour. Ben non, en fait, finalement, ceux qui aiment bien ce type de jeu, ben, en fait, ils sont ailleurs. Ou sur les 6 mois pendant que nous, on produisait le jeu, ben, en fait, les habitudes ont changé. Donc, il faut qu'on puisse avoir une solution qui nous permette d'aller chercher le consommateur là où il est. Et c'est technologique, et c'est à la fois technologique, culturel et organisationnel pour nous, parce que les bons, ceux qui sentent ça. Parce que la grosse erreur que font beaucoup de sociétés, c'est de penser que le nouveau machin, c'est comme l'autre, mais en plus petit. Exactement. Par exemple, les gens s'imaginent que le téléphone mobile, c'est comme le PC, mais en plus petit. Or, comme tu l'expliques, c'est pas du tout ça. Bon, en fait, d'abord, merci de nous avoir raconté ta brève vie, parce que c'est juste le début. Et puis, je te livre aux questions de l'auditoire. Où en Allemagne? Cologne. Cologne? Ah bon? Parce qu'en général, tout ce qui est électronique se trouve à Munich. Oui, mais au fait là, justement, en fait, la transition pour moi, c'est que je n'ai pas fait d'électronique ou de hardware depuis maintenant 5 ans, et j'ai arrêté tout ça, parce que c'était une décision, justement, là Jean-Louis disait que je vais revenir dans 2 ans pour expliquer la transition. Je prépare depuis 5 ans mon départ de la Silicon Valley, parce que si je continue à faire de l'électronique aujourd'hui, je ne pourrais pas aller en Europe. C'est qui ceux qui font de l'électronique en Europe? Il n'y a plus personne. ST est aux abois, Ericsson en Suède, ils font la moitié de leurs trucs sur... Nokia hein? Ouais, aux abois. Voilà, mais... Donc ils font des supercalculateurs. Exactement. Et donc, bref, c'était une décision réfléchie de m'éloigner du hardware composant. Bon, après, il y a des gens qui font du système, parce qu'il y a des trucs intéressants à faire en système. En assemblant de l'électronique avec du software, là il y a les TomTom en Hollande, il y a encore des gens qui font du système un peu en Europe, mais faire du composant électronique, c'est fini. Comment vous voyez Zynga dans 12 mois vis-à-vis des consommateurs des jeux, vis-à-vis des investisseurs de Wall Street et vis-à-vis des partenaires? Alors, bon. C'est une question de 3 volets, excuse-moi. Mais bon, il y a au moins 2 des 3 volets où je ne peux pas commenter dessus, parce qu'on est quand même une entreprise publique maintenant, donc je ne peux pas en parler. Mais en général, les perspectives de Zynga, en fait, notre mission statement, en fait, notre objectif, c'est de connecter le monde entier à travers les jeux. Parce que fondamentalement, l'activité qui est la plus sociale naturellement, c'est de jouer ensemble. Alors après, il y en a qui veulent jouer des jeux de rôle, il y en a qui veulent jouer des jeux à la Monopoly, il y en a qui veulent jouer des puzzles à la Mahjong, il y en a qui veulent jouer au Scrabble, World with Friends qu'on a aujourd'hui, qui marche super bien. Il y en a qui veulent jouer au Pictionary, Draw Something, c'est pareil. Mais l'idée, c'est que la distance géographique ne devrait plus limiter la capacité des gens à jouer ensemble et à se connecter et à créer des liens forts. Nous, on a des messages innombrables de grands-parents qui disent « Ah ouais, mais ça me permet de me connecter avec mon petit-fils parce que du coup, on joue au Pictionary ensemble et puis on ne le fait pas qu'à Noël. On le fait le reste de l'année. » On a des témoignages comme ça tout le temps. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à connecter 1 milliard de personnes qui jouent ensemble tous les jours. Ou tous les mois, on va dire, tous les mois. Et ça, bon, c'est beaucoup plus réaliste probablement. Mais c'est ça l'objectif. Et tout ce qu'on fait, c'est d'arriver à... C'est de continuer à écouter ce que nos clients et nos consommateurs nous disent et nous expliquent. Qu'est-ce qui a de la valeur pour eux? Qu'est-ce qui est intéressant pour eux? Est-ce qu'ils veulent avoir leur jeu dans leur poche, sur leur téléphone tout le temps? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas être interrompus quand ils sont dans leur espace privé?
Est-ce qu'ils veulent que ça soit une destination à laquelle ils vont, ou genre tu vas sur Yahoo et tu as les news, le sport, ou est-ce que tu as envie d'aller sur Facebook et jouer un peu en étant sur Facebook, un peu en regardant ce qu'ont fait tes amis. Toutes ces dynamiques-là, évidemment notre dépendance de Facebook, d'ailleurs je vais vous donner l'analogie, je pense qu'elle aidera beaucoup de gens un peu à voir un peu la relation Zynga-Facebook, et en général Facebook, ce que c'est Facebook. Facebook c'est le mall, c'est le centre commercial. Quand tu es une marque de fringues et que tu veux arriver à vendre des fringues aux gens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te prendre un magasin dans le centre commercial, tu ne vas pas aller te mettre dans un magasin, dans un coin où il n'y a personne qui passe par là. Il te faut du foot traffic, il faut que les gens passent pour découvrir. C'est ça la discoverability, quand tu as un service à vendre. Donc, Facebook, c'est le centre commercial. Tu ne peux pas atteindre, il y a 900 millions de personnes qui sont sur Facebook tous les mois, eh ben, tu n'as pas une meilleure option pour arriver à trouver des clients. Après, nous, il s'avère qu'on a su mettre des signes, des pancartes à l'entrée, donc les gens viennent chez nous plus rapidement. On a su trouver des trucs très sympathiques pour les gens, donc ils arrivent chez nous, ils ont 20 $ en poche, ben ils dépensent chez nous et après ils n'ont rien, donc ils dépensent rien chez les autres. Non mais c'est vrai, c'est ça les dynamiques en fait quand tu regardes. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Tu te retrouves avec Facebook qui n'est pas content parce que fondamentalement, tout l'argent qui est dépensé sur la plateforme, ben, il va chez un client et les autres ils vont mourir. Et comme le donc Zynga va... Et donc j'y viens. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Facebook fait tout pour... Il y a une balance de force entre les deux. Ils n'ont pas envie qu'il n'y ait que Zynga, parce que nous, on devient trop puissant. Donc, du coup, ils font tout pour que les autres restent en vie. Et inversement, nous, on ne peut pas non plus être dépendant uniquement de Facebook. Donc, on développe Zynga.com, qui est notre destination. Vous allez chez Google? On est déjà chez Google sur plusieurs de nos jeux. Donc, c'est comme tout, c'est de la competition en fait. C'est de la compétition et de la coopération tout le temps. Oui. Une question simple, les qualités humaines, compétences humaines, on n'a pas beaucoup parlé de compétences techniques. Quelles sont les compétences que vous avez développées, vous aviez au départ et vous avez fait mûrir après toute cette carrière? Absolument. On demande de parler de toi, pas des gens qui t'embauchent. Tout à fait. Une des qualités que j'ai trouvées, qui m'a toujours servi, c'est l'empathie. Empathie. C'est la possibilité au fait de se mettre à la place des autres. En fait, tu te retrouves dans une situation, tu es dans une réunion, si tu vas expliquer au gars que ce qu'il vient de faire pendant 6 mois, ça sert à rien, et que tu lui dis de toute façon, qu'est-ce que tu as fait pendant 6 mois, c'est n'importe quoi, évidemment déjà tu le mets dans une situation défensive. Donc, mais si tu lui dis, ah, c'était quoi ce que tu as essayé de faire en fait? Et comment tu penses que tu as évalue-toi par rapport à ton problème, par exemple. Tu retournes des trucs. Il y a aussi la capacité à construire des relations en interne, parce qu'évidemment, dans l'entreprise, dans des entreprises petites ou grandes, il faut des alliés. Bon, après, les alliés, ils nous aident à créer un consensus, à créer une dynamique autour de ce qu'on essaie de faire, à avoir, quand quelqu'un, tu essaies d'expliquer ou de convaincre quelqu'un de faire quelque chose, et s'il va demander à quelqu'un d'autre en disant « Qu'est-ce que tu penses de ce que Dali raconte ?» et que tu as déjà l'allié, voilà, ça te fait gagner un peu plus de support. Alors, quel a été ton pire patron? Ah, intéressant. Je réfléchis Worst là. boss. Worst boss. En fait, à différentes phases de sa carrière, un boss mauvais, c'est différent. Parce que très tôt... C'est très utile un mauvais boss. Hein, Absolument. Donc, c'est pas... Là, par exemple, mon premier boss à Zynga, j'étais pas convaincu. Parce que c'était l'approche hands-off complètement. Il y a pas de... Évidemment, il y a toujours un degré d'indépendance dont on a besoin pour pouvoir s'exprimer, mais il y a aussi un besoin de conseil, un besoin d'être guidé, d'être orienté, on a des questions, d'avoir du feedback, c'est très important. J'ai eu des boss qui ne m'ont jamais donné de feedback, et c'est catastrophique. D'ailleurs, bon, moi je me suis rendu compte... C'est parce qu'ils étaient plus mauvais.
C'est parce qu'ils sentaient que tu étais au-dessus d'eux? Non, non, je pense que c'est plus tout va bien, on avance, tout roule à la bonne vitesse, donc on va pas essayer de... Qu'est-ce qu'on va dire comme feedback? Don't rock the boat. Ouais. Ok, prochaine question. Oui, oui, voilà. Finalement, quel est le plus passionnant? C'est de résoudre des problèmes techniques et technologiques ou d'anticiper et de prédire les usages de demain? Je pense que les deux sont indissociables. Parce que des fois, anticiper les usages différents, ça peut venir de... on observe en fait les dynamiques en cours et on essaie de... C'est la prospective, on essaie de se projeter dans le futur. Mais le côté technologique, en fait, comprendre ou avoir une appréciation, une compréhension fine du côté technologique, ça permet aussi d'avoir des projections, des prospectives qui sont plein dans le mille, parce qu'on ne va pas se projeter dans une direction où on sait que la techno d'aujourd'hui, ou même ce qui est disponible dans les 24 mois, en fait, c'est irréalisable. On a peut-être envie que ça soit ça. Et en ce moment, les plateformes bougent tellement vite, les capacités bougent tellement vite, on se dit tous que oui, d'accord, évidemment, d'ici un jour, tout sera dans un browser, il n'y aura plus d'applications natives, par exemple, la plateforme ouverte, tout marche, tout le monde fait que les browsers sont géniaux. En fait, finalement, quand on regarde technologiquement, c'est pas le cas. Je pense que l'un aide l'autre, parce que des fois aussi, quand on se projette et on fait de la prospective et on se dit « Ah, c'est ça que le marché voudrait avoir », et bien ça challenge le côté technologique pour se dire « Ah, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'innover pour faire que la technologie s'intersecte avec le besoin du marché et que tu arrives à une vraie solution ?» Parce que bon, quand on regarde l'iPod, enfin, bon, on avait... Non, ou les deux, enfin, ou même l'iPhone. Déjà l'iPod, c'est pas comme si c'était le premier player MP3 qui existait. Il y en a qui existent depuis des années. C'est juste que le faire fin, avec la batterie, on oublie quand est-ce qu'on l'a chargé, et puis avec suffisamment de puissance pour pouvoir avoir un écosystème ouvert avec des applications que tu installes, tout ça, voilà, c'est ça la vraie prospective. Et Apple a mis en place les briques qu'il fallait pour arriver, pour innover, pour répondre aux besoins du marché. J'espère que ça... On a vu dans la question précédente, est-ce que le téléphone mobile ou les tablettes, tablette Zynga vont avoir les chips Nvidia? Nous, on ne fait pas du tout de hardware, donc on reste en dehors de ça. Facebook soi-disant en fait? Non, non, non. Jean-Louis a écrit un blog post très clair sur ça en disant on ne s'invente pas boîte de hardware du jour au lendemain. Ça, surtout maintenant. Surtout maintenant où oui, les supply chains sont très compliqués. Bref. Mais non, nous, 5 ans, ça a changé. Nous, on n'est pas du tout, on n'a pas de perspective d'essayer de contrôler le consumption device. Apple le fait super bien avec l'iPad. Je pense que les tablettes Windows 8, la Windows RT vont être très intéressantes parce que Microsoft évidemment ne s'avouera jamais vaincu sur ça. Et puis voilà, nous on voit ces tendances-là et on se prépare avec des plateformes qui vont répondre à ces besoins-là. Est-ce que tu peux nous donner un rapide historique de Zynga? Ah oui, alors... L'historique de Zynga. Ah oui, très rapidement. Alors, Zynga a commencé en 2007. Sorry? 2007. Donc, Zynga a commencé en 2007. En parlant de perspective, Mark Pincus, qui est le fondateur, qui est le CEO aujourd'hui, a vu Facebook. Quand Facebook a ouvert la plateforme pour créer des applications, il s'est dit « Oh là là, c'était tellement compliqué de connecter les gens, de les trouver, d'arriver à trouver ces réseaux sociaux. Facebook, c'est une révolution. Il faut qu'on commence. On va faire du social et le jeu, c'est le premier truc social. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un jeu que tout le monde connaît, c'est le poker. Et on va faire un jeu de poker où tu peux jouer avec tes amis, qui existe sur Facebook. C'est commencé comme ça. Et ça, sachant que, bon, c'est ça l'identité de Zynga, c'est d'être analytique. Autrement dit, toutes les décisions qu'on prend sur le produit sont basées sur les mesures qu'on fait sur le comportement des gens. En fait, quand on présente aux gens, par exemple, pour ceux qui jouent au poker, si la première partie qui joue, les blinds sont, en fait, on leur donne 10 chips ou 20 chips, et que les blinds sont 2 ou 3 chips, en fait, tout ça, on fait toutes les combinaisons, on les présente quand tu as 100 000 personnes qui jouent, tu présentes, tu regardes quelles sont celles qui vont
faire que les gens jouent au bout d'une semaine. Et pas, ils ne laissent pas tomber au bout de 3 jours parce qu'ils ont fini tout leur chip et ils se disent oh, j'ai pas envie de payer, je vais aller jouer sur un autre jeu gratuit. Donc tout ça, la perspective d'avoir accès à des clients relativement facilement, l'identification très rapidement que jouer avec quelqu'un que tu connais fait que tu ne quittes pas le jeu s'il y a des interactions mutuelles. Et troisièmement, la capacité de collecter les données, les analyser et de faire des décisions basées sur les données. Oui, j'ai juste une question sur la transition du mobile, puisque les jeux, c'est bien connu, il y a une évaluation sur tout ce qui est web browser, garde le bon, pas sur mobile. Qu'est-ce que ça change chez Zynga en tant que business model, en tant que revenue model? En fait, nous fondamentalement, notre revenue model, il a deux côtés. On a le monde du social gaming aujourd'hui, c'est assez connu publiquement qu'on a sur 100 joueurs, on en a 3 ou 4 qui payent de l'argent pour acheter des pièces, un tracteur, des trucs virtuels. Et sur les 97% qui ne payent pas, c'est surtout la publicité qui est nourrie. Alors, la publicité sur mobile, c'est connu, personne ne clique sur les publicités mobiles, et puis donc il y a très peu de revenus. Donc, la vraie concentration sur le côté mobile, c'est plus de virtual goods, en fait, plus de biens virtuels. D'un point de vue mobile, les gens, si tu leur donnes en fait, un produit de qualité, en fin de compte, ils vont payer. C'est juste que c'est très compliqué, avec très peu d'espace sur l'écran. Tu ne peux plus vendre le côté visuel. Donc, la fidélité visuelle n'a plus autant de valeur que si tu étais sur un bel écran. Donc ça, déjà, il y a moins de appeling. Comment ça va changer? On évolue, en fait, on communique dessus publiquement dans nos quarterly reports, mais les tendances de fond, c'est que c'est quelque chose qu'on doit résoudre. Aujourd'hui, évidemment, les revenus ne sont pas au même niveau entre browser et mobile, mais je pense qu'on va finir à terme par trouver soit, comme on en parlait un peu avant, tout est question de marge. Si tu n'arrives pas à avoir à capter un revenu de la part d'un client, en fait, fondamentalement, il faut que le coût d'acquérir ce client-là soit plus bas. Donc, c'est là où est la bataille. Pour reprendre l'analogie du mall et du magasin, est-ce que vous pensez ouvrir votre plateforme un jour pour devenir un mall et quel serait l'impact sur le business model? Eh ben, c'est ce qu'on a annoncé en mars, qu'on devient un centre commercial aussi. Et au fait, là, on a, sur les mois qui viennent, là, on va avoir nos premiers Nordstrom qui vont s'installer dans notre centre commercial à nous. Les annonces vont être probablement publiques cet été. Et l'idée que... au fait, la motivation n'est pas uniquement de sortir du centre commercial Facebook, c'est que... Mais ça peut aider. Oui, mais en fait, mais l'analogie en fait est intéressante parce que le centre commercial Facebook, il peut avoir du jeu, mais il a aussi Spotify, il a aussi RDIO, il a aussi Netflix. Donc l'expérience utilisateur n'est pas à 100% optimisée pour celui qui veut jouer. Donc, alors que nous, si on fait un centre commercial, il est pour les joueurs. Donc tu veux que Zynga soit Las Vegas? Éventuellement. Alors, Game arcade. Hein? Game arcade. Oui. Et le business model dans ce cas-là, raquette comme à Las Vegas? C'est le casino qui gagne. C'est le casino qui gagne. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore communiqué sur le type de business model ou de structure, mais bon, il est évident que quand on ouvre aujourd'hui des plateformes comme ça, c'est un cut. En fait, ça dépend des engagements. Ça peut être pour certains, par exemple, les pubs qui vont apparaître autour du jeu, c'est nous qui les avons. En fait, c'est nous qui les récupérons directement parce que ça nous rajoute de l'inventaire et ça, c'est très important pour nous. Il faut avoir une masse critique d'inventaire en fait, à offrir aux publicitaires. Ça peut être de la coupe comme fait Facebook aujourd'hui où ils te prennent une marge sur un pourcentage sur tes revenus bruts. Je ne sais pas. On n'a pas communiqué ouvertement sur ça, mais bon, toutes les options sont possibles. On va continuer au bar. Mais avant de continuer au bar, je veux vraiment te remercier. Merci Jean-Luc. Donc le mois de juillet, ça sera le
4 juillet. Non, non. Non, pas le 4 Une juillet. semaine après. C'est une semaine après. Oui, non, je plaisantais. Bon, ce sera vers le 11, quelque chose comme ça. Le 9 juillet. 9. Voilà. 14. 14, ça c'est autre Ah chose. non. Ça non plus, ça non plus. Ok. L'amener sur la...